Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir. Et comme tous les jeudis, c'est Paroles de jeunes, le débat avec de jeunes responsables politiques et associatifs. Alors quel regard porte-t-il sur le paysage politique, notamment à gauche en pleine effervescence? Au menu également l'école, avec notamment la proposition de Marine Le Pen sur la fin de la gratuité de l'éducation pour les enfants étrangers. Sur tous ces sujets, Paroles de jeunes est à suivre. Et puis cette question ce soir, qui est le candidat des réseaux sociaux? Emmanuel Macron, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon ou d'autres? Qui maîtrise le mieux les codes de ce moyen de communication qui influence la campagne? Le match des idées sur ce sujet opposera Véronique Reilsoult, spécialiste des réseaux sociaux, à Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la communication. Enfin, l'entretien, mon invité est un spécialiste des questions de justice. Le journaliste à l'Obs, Mathieu Delahousse, a suivi l'affaire et le procès Jérôme Cahuzac. Il est aussi l'auteur du livre Code Birdie, dans les secrets de l'enquête Cahuzac. Plongé tout à l'heure dans cette affaire, analyse du verdict et aussi des non-dits du procès. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos réactions et questions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Samia Dechir. Trois ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité. Le verdict est tombé aujourd'hui pour Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du Budget était jugé pour fraude fiscale. L'affaire avait éclaté en 2012. Le site d'information Mediapart révèle alors que Jérôme Cahuzac, ministre chargé de traquer la fraude fiscale, a dissimulé un compte en Suisse jusqu'en 2010. C'est le plus gros scandale du quinquennat. Sans surprise, Jérôme Cahuzac a fait appel et reste donc libre pour l'instant. À droite. La droite compte désormais une candidate de plus. Michèle Alliot-Marie s'est officiellement lancée dans la course aujourd'hui. Elle s'est déclarée dans un entretien au journal 20 minutes où elle se montre très critique du projet de François Fillon, jugé trop libéral. L'ancienne ministre veut incarner une candidature gaulliste en 2017. Grève. Les agents de la Poste étaient appelés à la grève aujourd'hui. Près d'une centaine d'entre eux se sont rassemblés devant le Sénat où l'avenir de la Poste était débattu. Plusieurs syndicats veulent alerter sur la souffrance des agents. Ils dénoncent des baisses d'effectifs et des rythmes de travail trop soutenus. La direction communique à tour de bras sur la baisse du courrier, mais le paradoxe, effectivement, c'est que les agents sur le terrain sont beaucoup moins nombreux. C'est 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans à la Poste, et donc les conditions de travail s'aggravent. Et le courrier par agent, en fait, augmente. Le volume de courrier augmente, les tournées augmentent, et il faut, même si on a 3 lettres, il faut aller les porter partout, sur l'ensemble du territoire, 6 jours sur 7. Et oui, il y a un vrai mal-être à la Poste en ce moment. En séance. Pour lutter contre l'obésité, les publicités devraient bientôt disparaître des programmes jeunesse de France Télévisions. Le Sénat a voté hier la proposition de loi de l'écologiste André Gattolin. Le texte a été adopté grâce aux voix de la droite. Opposés au texte, socialistes et communistes, eux, se sont abstenus. Le manque à gagner pour France Télévisions est estimé entre 13 et 20 millions d'euros. La mesure proposée creuse encore l'écart entre secteur public et secteur privé, qui de facto récupérera la manne dont on prive le secteur public, alors que l'investissement des publicitaires sur le secteur enfant se concentre déjà sur le secteur privé. Justice. La Cour de cassation s'inquiète pour son indépendance. Elle dénonce la création, par décret, d'une inspection générale de la justice. Cette institution placerait la Cour de cassation directement sous le contrôle du gouvernement. Une grave atteinte à la séparation des pouvoirs pour les 2 plus hauts magistrats de France. Ils ont publié sur les réseaux sociaux une lettre ouverte demandant à être reçus par François Hollande. Leur indignation est partagée par certains élus. C'est plus qu'une erreur, comme on dit souvent, c'est une faute. Si c'est un cadeau d'adieu du Premier ministre Manuel Valls à la magistrature, je crois qu'ils sauront apprécier ce mauvais geste. Au Sénat.
Connecter davantage le Sénat aux réseaux sociaux. C'est dans cet objectif qu'un studio mobile a été inauguré aujourd'hui dans le cadre du sommet sur le partenariat pour un gouvernement ouvert. 70 pays y participent pour rendre plus transparente la vie des institutions en permettant aux internautes d'y participer. Ce sont des réflexions centrales, me semble-t-il, pour tout responsable politique, qui doit adapter le fonctionnement des institutions aux moyens technologiques nouveaux et aux attentes de la société, sans perdre de vue les fondamentaux démocratiques et la nécessité de dépasser les turbulences de l'instant pour s'inscrire dans un temps plus long. Et c'est l'heure à présent de votre débat Parole de jeunes. C'est le débat autour de jeunes responsables politiques ou associatifs. Une fois par semaine, Public Sénat donne la parole à celles et ceux qui veulent confronter leur point de vue et faire avancer leurs idées dans le débat public. Et au menu, 3 thèmes ce soir. Alors le sujet devient politique, la pollution s'installe et s'étend partout en France. La circulation alternée restera en vigueur à Paris et en proche banlieue et débute aussi demain à Lyon. Il y a l'enjeu de santé publique, bien sûr, mais aussi une exaspération des citoyens face aux mesures qui sont prises, on va en parler. Autre thème, et c'est un sujet majeur, l'école. Après le rapport PISA cette semaine, qui a encore une fois mis en évidence les inégalités criantes de notre système, quel est le regard des jeunes sur l'avenir de l'école et que faut-il penser par ailleurs de la proposition de Marine Le Pen qui a provoqué un tollé aujourd'hui sur la fin de la gratuité de l'éducation pour les enfants étrangers. Enfin, le paysage politique à gauche, à une semaine du dépôt des candidatures à la primaire, les prétendants sont nombreux, trop nombreux pour le premier secrétaire du PS. Alors va-t-on vers une primaire cacophonique alors que celle de la droite a été une réussite? Eh bien, sur tous ces sujets, je vous présente nos invités ce soir. Sacha Houlié, bonsoir. Bonsoir. Co-fondateur du mouvement Les Jeunes avec Macron. À vos côtés, David Rodriguez, bonsoir. Bonsoir. Adjoint à la direction nationale du FNJ, le Front National de la Jeunesse. Avec nous également Jessica Gérondal, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Secrétaire nationale des Jeunes Socialistes. Et un nouveau venu qui nous rejoint, bonsoir, Cédric Rivesseau. Bonsoir. Vous êtes le président des Jeunes avec Fillon. Alors, madame, messieurs, le pays fait face à l'un des épisodes de pollution les plus graves et les plus importants de ces 20 dernières années. Il n'y aura pas d'amélioration demain, toujours plus de restrictions pour les automobilistes notamment. On va écouter sur ce sujet Anne Hidalgo, maire de Paris, et puis vous réagissez juste après. À Paris, l'essentiel de la pollution atmosphérique provient des véhicules. 55% de la pollution, notamment aux particules, provient de la circulation automobile à Paris. Donc nous avons décidé d'agir, bien sûr sur le chauffage urbain, sur des préconisations qui relèvent notamment de ce que nous mettons en œuvre dans le cadre du plan climat de la ville de Paris. Nous sommes engagés et déterminés à agir sur la question du transport et des déplacements. Jessica Gérondal, il y a bien sûr l'enjeu, on le comprend tous, de santé publique qui est majeur, mais apparemment la circulation alternée n'a pas d'effet, en tous les cas son efficacité est controversée. Qu'est-ce que vous pensez de ces décisions qui sont prises au nom de l'intérêt général et qui pénalisent beaucoup de gens qui nous regardent ce soir ? Alors, ça n'a pas beaucoup d'effet, oui et non. C'est vrai que c'est une mesure parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, Anne Hidalgo en a parlé. Ça va aussi avec la rénovation du bâti pour faire en sorte que le chauffage ait un petit peu moins de poids dans la pollution. Et un tas d'autres mesures comme faire en sorte qu'il n'y ait plus de véhicules qui roulent au diesel à long terme. Mais ça a comme un effet parce qu'il faut d'abord mener une bataille culturelle sur le sujet parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique qui est que les gens, parfois, souvent à droite et à l'extrême droite, pensent que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de souci de pollution, que c'est des débats de bobos de gauche qui sont là juste pour emmerder, pardon pour l'expression, les petites gens. Mais en fait, c'est pas le cas. La pollution, ça cause plus de 48 000 morts en France par an. C'est quelque chose de très grave. Donc des petites mesures comme ça servent aussi à poser le débat sur la place publique et à faire en sorte qu'ensuite il y ait des vraies mesures de plus grosse ampleur au niveau national. David Rodriguez, vous êtes directement visé également, Cédric Rivesseau. Je ne me sentais pas visé parce que je vous rappelle que le qualificatif d'extrême droite ne me vise absolument pas. Néanmoins, moi je te rejoins sur une chose, c'est effectivement la pollution, c'est un enjeu majeur. La question, c'est aussi un peu une révolution des mentalités, c'est-à-dire que Paris, on le sait, avec les transports qu'il peut y avoir de marchandises, ça peut aussi créer beaucoup de pollution, c'est vrai. À ce moment-là, il faut se demander aussi, est-ce que je dois consommer des cerises, des fraises par exemple en plein mois de décembre. Voilà, c'est une vraie question de relocalisation des activités, ce genre de choses. Par ailleurs, moi je viens du 95, je viens du Val d'Oise
Et pour accéder à Paris, nous sommes le seul département à ne pas être relié au périphérique. Et je rappelle que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, prendre le RERB, Gare du Nord, aujourd'hui, c'était bloqué toute la journée. C'est-à-dire que les réseaux de transport, dont vous aviez la charge en tant que socialiste à la région Île-de-France, et dont vous avez la charge... Non, vous aviez la charge, c'est du passé. Tandis que maintenant, c'est vous qui l'avez. J'espère que vous en ferez bon usage. Eh bien, vous n'avez... Non, mais je viens de dire que j'étais d'accord avec elle, et je lui explique aussi que... vous aviez la charge des transports et aujourd'hui ça ne fonctionne pas vos transports. Donc il faut aussi se mettre dans la peau de ces braves gens. Regardez les bouchons, là vous les avez sur les images. Écoutez, c'est pas facile tous les jours. Moi-même, quand je viens de mon fin fond du 95, pour accéder très souvent à Paris, c'est plus simple en voiture que en transport. Voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on aborde ce sujet, parce qu'il y a évidemment l'enjeu majeur de la pollution, et on y est tous sensibles, mais il y a quand même aussi, Sacha Houlié, quand même, la vie quotidienne. On l'a rappelé, il y a des problèmes de transport en commun qui ont connu d'énormes problèmes. Est-ce qu'il ne s'agit pas à présent de trouver une solution d'ensemble? Il n'y a pas de plan d'ensemble, de vision. C'est une reconnaissance que vous adressez à moi en parlant d'une vision d'ensemble, parce que c'est justement ce qu'on propose. C'était une question ouverte, c'était pas une reconnaissance. Et j'en veux pour preuve que dans cette vision d'ensemble, nous on l'a d'ailleurs recensé sur un site qu'on a créé, Les Jeunes avec Macron, ça s'appelle Vision Macron, où on présente cette vision d'ensemble. Et dans cette vision d'ensemble, on parle justement de quelles sont les priorités d'investissement. Dans les priorités d'investissement qui ont été celles qui ont été énumérées par Emmanuel Macron, il y a d'abord celle de la mobilité, évidemment, et donc notamment comment on raccorde les grandes métropoles aux territoires les plus ruraux et à ce que chaque territoire le plus isolé soit raccordé de la façon la plus efficace possible à une grande ville. Vous ne perdez jamais de vue la campagne et votre candidat. Quand je vous pose une question à vous, vous répondez Emmanuel Macron. Parce qu'on a un programme et parce qu'on a une vision. Et sur la question de l'écologie, on en a aussi fait un thème prioritaire, parce que dans le plan d'investissement quinquennal qu'on prévoit, c'est l'une des 3 priorités avec l'éducation et la mobilité. Donc évidemment, c'est une question d'ensemble, et c'est une question d'ensemble qui va au-delà des mesures qui sont des mesures immédiates et concrètes, mais qui doivent être prises sur la circulation alternée, sur la régulation de ce qu'est le chauffage urbain dont a parlé Anne Hidalgo, et dont la conférence climat a montré que les mesures qui étaient prises aujourd'hui n'étaient pas suffisantes, même si elles étaient nécessaires. Mais ce qui est frappant, Cédric Riveisso, c'est le silence des responsables politiques que vous représentez aujourd'hui. Là, je parle des politiques au niveau national. Quand il s'agit de faire campagne, si, tout le monde est là, mais sur ce sujet, silence radio, ah bon ? Vous avez une déclaration à... Non, mais nous on a un programme. Nous, on a la déclaration aujourd'hui de Marine Le Pen sur ce sujet. Nous avons un programme. On a lancé une convention présidentielle sur la question de l'écologie avec un collectif qui est dédié à cela, qui est le collectif Nouvelle Écologie. Et vous aviez tout un panel de propositions qui justement pour lutter contre la pollution. Donc je ne considère pas que c'est... La réponse de Cédric Riveisso. Je voudrais revenir d'abord sur le Valérie Pécresse là, dont on parlait, comme quoi elle avait la charge des transports. Ce qui est totalement vrai, c'est que c'est le STIF aujourd'hui qui est en charge d'avoir le nouveau matériel, donc de changer les trains. Elle a engagé d'ailleurs une révolution des transports de rénover. Qui est en train d'être mise en œuvre. C'est des nouveaux trains et neufs ou rénovés d'ici la fin de son mandat. Aujourd'hui, les problèmes de transport qu'il y a eu hier à Gare du Nord, ça touche le réseau, le réseau de la SNCF. C'est l'État qui est en charge de ça, des infrastructures. C'est quelque chose qui n'a plus été fait, dont on parle pas souvent, parce qu'on parle souvent des c'est vrai que vous n'avez pas été au pouvoir pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ça, on a notre part de responsabilité là-dedans. Mais il y a aussi qui était Premier ministre pendant 5 ans aussi. Il y a aussi aujourd'hui un abandon des transports publics en Île-de-France. Il y a le projet du Grand Paris qui a mis du temps, qui a été porté par l'ancienne région, qui est porté par l'État et d'ailleurs qui n'était pas la majorité actuelle, et que ce projet il a pris beaucoup de retard alors même qu'il est essentiel. Main dans la main, UMP et PS. Sauf que pour la mobilité des gens, effectivement, il y a des gens qui ont changé les choses, qui soient de droite et de gauche. Et ça, pour faire avancer les choses, il faut des bonnes volontés, quel que soit le camp. Alors, très nombreuses années, je peux dire que j'ai pas vu ce qui a changé. Il y a ce sujet, et puis il y a un autre thème majeur, et là, votre regard est d'autant plus intéressant parce qu'il vous concerne et votre vision d'avenir va être intéressante, c'est l'école. Il y a eu cette semaine les résultats de cette fameuse étude PISA. On va s'arrêter un moment quand même sur ces résultats, et on va voir tous les détails avec Julie Hulin. La France, championne des inégalités dans l'éducation. Un triste constat récurrent depuis 10 ans. Des inégalités qui progressent alors qu'elles diminuent chez nos voisins. Pourtant, la France mène depuis 1981 une politique d'éducation prioritaire. Objectif, donner plus à ceux qui ont le moins. 1,3 milliard d'euros supplémentaires sont dépensés chaque année pour les 20% d'élèves scolarisés en éducation prioritaire.
Une politique conçue pour être temporaire qui aurait finalement produit des effets pervers. Stigmatisation des établissements, dégradation du niveau des élèves et instabilité des équipes enseignantes, souvent peu accompagnées. Depuis 2013, la question des inégalités est un des objectifs de la loi de refondation de l'école. Refonte de la carte de l'éducation prioritaire, réforme des rythmes scolaires, scolarisation des enfants de moins de 3 ans et réforme du collège. On s'aperçoit que malheureusement, pour l'instant, même s'il n'y a que 3 ans qu'elle est rentrée en vigueur, il n'y avait que 2 ans pour ces élèves-là, puisque c'était les élèves de 2015, donc ils avaient seulement moins de 2 ans. Il n'y a pas eu encore d'effet directement visible. Pour mesurer les effets d'une réforme, entre 5 et 10 ans serait nécessaire. Un laps de temps souvent pris au piège des alternances politiques. Voilà, et d'études en études, malheureusement, on fait le même constat. Eh bien, nous sommes les champions des inégalités. Cette situation de pauvreté et de déterminisme social, elle explique en grande partie l'échec observé. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette étude, Jessica Gérandal? Et peut-être que vous avez, vous-même, vécu ces situations que l'on décrit et qui sont parfois un peu abstraites quand on voit des chiffres. Ce que j'en ai pensé, c'est que ça tombe sous le sens parce que la société française est aujourd'hui encore profondément inégalitaire. Et j'ai envie de dire, comment fait un enfant pour évoluer, pour réussir sa scolarité, quand lorsqu'il rentre chez lui, il doit faire ses devoirs et que ses 5 frères et sœurs font beaucoup de bruit dans un petit T2, on va dire, cet exemple-là est très marquant. Et c'est ça qui produit les inégalités, l'école n'arrive pas encore à les résorber. Alors après, ce qui a été très justement dit dans le petit documentaire, c'est que la gauche a beaucoup fait pour l'éducation. Il reste encore beaucoup à faire, mais la droite avait détruit des postes. La droite avait supprimé la formation des professeurs. C'était quelque chose de très grave. Donc on est en train de tout remettre à niveau. Après, il faut aller plus loin, notamment pour la mixité sociale. Je pense qu'il faut vraiment faire en sorte qu'une vraie carte scolaire force cette mixité, parce que c'est vraiment ça le levier pour la réussite de tous et toutes. Frédéric Rivesseau, je vais vous laisser répondre, parce que là, elle parle de l'alternance droite-gauche. Mais encore une question, Jessica Gérandal, plus personnelle, pardonnez-moi, parce que est-ce que vous-même, vous avez rencontré ce genre de problème, ou vos camarades, est-ce que vous avez vu ces situations d'inégalité criantes que l'on décrit ? Bien sûr, et même en étant sortie du système scolaire maintenant, parce que je suis un peu plus vieille, mais quand on va militer, par exemple, devant un peu moins jeune, je crois que ça vous va mieux que plus vieille. Un peu moins jeune. Quand on va militer devant certains lycées, on se rend bien compte qu'il y a des lycées où il y a une mixité sociale et certains lycées qui sont complètement ghettoisés. Alors c'est quelque chose, c'est du vécu. Voilà, il suffit juste de sortir du périphérique ou d'aller dans certains quartiers. Il y a vraiment une ghettoisation et une ségrégation scolaire très forte. Même question, et votre vision également, Cédric Rivesseau? L'éducation aujourd'hui, c'est vrai, il y a énormément d'inégalités. Il faut aujourd'hui qu'on replace vraiment l'école au centre l'éducation au centre du débat, parce qu'il y a. Est-ce que c'est le cas? Vous représentez des candidats ici tous. C'est le cas, c'est le cas avec François Fillon. Il l'a dit plusieurs fois. Il y a eu 500 000 fonctionnaires, du coup, ça ne piochera pas dans l'éducation nationale. Ça piochera partout, ça piochera principalement dans la fonction publique territoriale, et c'est des non-remplacements, de postes dans l'éducation nationale, dans l'armée, dans la police, de départ comme d'habitude. De départ en retraite. C'est-à-dire qu'il faut mieux former des professeurs, il faut plus les écouter. Aujourd'hui, il y a un problème dans l'éducation, c'est qu'on a des programmes qui sont ficelés comme jamais. François Fillon n'a pas été ministre de l'Éducation nationale. Il faut aujourd'hui avoir un programme qui est plus adapté aux élèves, qui rentre mieux dans l'air du temps. Oui, mais pardon, Cédric Rivesseau, ce langage très structuré que vous tenez, on l'entend depuis des années. Et ce sont ces études. Vous me dites oui, mais bon, c'est malheureux. Vous n'avez pas de baguette magique, vous non plus. Non, mais moi je vais vous en parler. Quel est votre regard peut-être plus spécifique, au-delà de vos candidats? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je peux vous en parler. Moi j'ai fait toute ma scolarité en zone d'éducation prioritaire. Comme je parlais d'en dehors du périphérique, c'était mon cas. On peut déjà dire une chose, c'est que moi personnellement, j'ai dû par exemple réapprendre à écrire. Pourtant, je suis rentré à Sciences Po. J'ai dû réapprendre l'orthographe, la conjugaison, parce que j'étais pas au niveau. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui était les fondamentaux, lire, écrire, compter, alors compter, je m'en sortais pas mal, j'ai eu de la chance, mais écrire, c'était vraiment... j'avais une faille à ce niveau-là. Et j'ai dû réapprendre. Moi, il me semble qu'il faut se refonder sur les fondamentaux, à l'école primaire, lire, écrire, compter correctement, et ensuite développer d'autres savoirs à partir du collège, et poser la question, évidemment, du collège unique. C'est-à-dire, est-ce que l'objectif, c'est que nous ayons 98% de bacheliers avec un bac qui ne vaut plus rien?
Non, c'est une vraie question. Je ne suis pas du tout d'accord. Il y a un constat que on a tous fait autour de la table et qu'on a tous pu constater à un moment donné, c'est que les inégalités, elles se créent à l'école ou même avant. Et quand elles se créent à l'école, elles se créent dès le premier apprentissage, c'est-à-dire la maternelle ou la primaire. Elles se créent par rapport aux établissements, elles se créent par rapport aux enseignements et elles se créent par rapport aux moyens. Par rapport aux établissements d'abord, je pense qu'il y a des professeurs qui sont à valoriser. Valoriser, c'est aussi reconnaître leur travail et donc leur donner l'autonomie pédagogique, en donnant de l'autonomie aux établissements et en leur permettant de valoriser aussi que le collège de Pau s'adapte au niveau des élèves de Pau, alors que les collèges parisiens sont au niveau des Parisiens. Comme ça, vous rompez toute égalité républicaine. Alors, et si vous me laissez finir, ceux qui sont dans les bons lycées, dans les bons collèges, qui sortiront bien. Mais je sais que ça t'arrange, Sacha, tu viens de ces milieux-là. Non, alors moi, j'ai fait une école rurale et pour le coup, j'ai fait un collège de ZEP, on était 8 sur 27 à avoir eu le brevet. Donc effectivement, si on veut faire de la polémique, on peut en faire. Moi, je parle de propositions. Donc d'abord, l'autonomie des établissements. Ensuite, le socle commun, effectivement, qui rétablit une égalité républicaine entre les gens. Et après, il y a une fois qu'on a fait ce genre de réforme, et par ailleurs, il y a des très bonnes réformes qui ont été faites aujourd'hui, notamment dans les moyens qui ont été attribués à l'école, qui manquaient cruellement par rapport à ce qui avait été fait préalablement. Mais je pense qu'effectivement, la conclusion de votre reportage, elle est aussi essentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer son temps à faire et défaire ce que les majorités présentes ont fait. Il faut évaluer ce qui a été fait et ensuite corriger les inégalités à la base, dès l'école primaire. Alors, il y a aussi le sujet qui fâche, puisque vous parlez de polémique. David Rodriguez, je voudrais vraiment avoir votre avis, puisque la candidate du Front National, Marine Le Pen, a lancé l'idée aujourd'hui de la fin de la gratuité de l'éducation pour les enfants étrangers en situation irrégulière. Je vous demanderai de le préciser, parce que vous n'avez pas fait une contribution. Attendez, je vais terminer ma phrase. Et une contribution pour ceux dont les parents en situation régulière ne travaillent pas. Mais vous savez, il y a une vraie confusion, en fait, parce qu'en suivant toutes les explications qu'il y a eu dans la journée, c'est difficile de savoir quelle a été la position de votre candidate. C'est votre collègue de l'AFP qui n'a pas fait correctement. Alors vous allez peut-être... non, mais je crois pas que c'est le cas, mais en tous les cas... La présidente, quelle est votre position? Notre candidate a été... Déjà, elle a changé la formulation à peu près 5 fois dans la journée avant de se mettre d'accord avec elle-même. Donc, oui, vas-y. Merci. Donc, la proposition est très simple. C'est qu'on est dans un système où il y a une solidarité nationale. Chacun contribue par l'impôt, par les taxes qu'il verse à l'État. Y compris les immigrés non, les immigrés en situation irrégulière. Quelle est la proposition qui a été formulée, David Rodriguez? Les personnes qui sont en situation irrégulière, qui n'ont déjà pas vocation à être sur le territoire national, leurs enfants n'ont pas à avoir une éducation gratuite dès lors qu'ils ne contribuent pas à l'effort national, comme nous pouvons le faire ici autour de cette table. Et à partir du moment... Et c'est très amusant. Laisse-moi terminer. C'est amusant d'ailleurs qu'on nous reproche ça. C'est une rupture que vous assumez, c'est une rupture totale avec la tradition républicaine. Qu'est-ce que vous considérez comme avec ce qui s'est fait en France, avec le principe qui était appliqué? C'est une question. Mais je vous écoute sur la Constitution. Qu'est-ce qui va l'universalité d'accès à l'école, le droit de savoir, tout simplement. Il y a une question qui est une préférence nationale. Sur qui avait le droit d'aller ou pas à l'école. Nationale à l'accès à l'éducation. Oui. Donc vous créez l'inégalité dans l'école. Très bien. Non, nous considérons que des gens qui n'ont pas à être c'est ce que tu me reprochais il y a 2 minutes. Mais non, mais on parle de xénophobie et c'est le thème préféré du Front National. Donc c'est pour ça qu'on dit que le Front National est d'extrême droite. C'est parce que vous voulez toujours diviser et toujours plus exclure. C'est parce que dans votre tête et que vous avez été en échec pendant 5 ans, le seul truc que vous ayez à servir, votre gouvernement, le gouvernement du socialisme, mais moi je suis pas une VRP en carton de mon parti politique, en fait c'est un débat de jeunes, donc on essaie de poser des idées. Le nombre d'éléments de langage que vous utilisez, on dirait que vous êtes bien un élément en carton de votre parti politique. Dans tous les cas, l'idée de ce débat est que vous soyez vraiment le plus libre possible et c'est pour ça qu'on vous accueille tous les jours avec plaisir. On va quand même réécouter parce qu'apparemment, vous allez me dire, est-ce que c'est une proposition qui va faire partie de son projet? On va écouter Marine Le Pen tout à l'heure pour voir l'exactitude de ses propos. Je souhaite qu'on ne scolarise plus obligatoirement et gratuitement les enfants clandestins, parce que je pense que cette scolarisation gratuite est une pompe aspirante de l'immigration. Alors, et là, on va vous faire réagir. Cédric Rivesseau, voilà, c'est clair quand même. C'est clair. Moi, je trouve que c'est vraiment un écran de fumée. On va chercher la petite mesure, la petite chose qui fera le plus populiste possible. Et finalement, on se retrouve totalement dans les thèmes du Front National. C'est qu'on
on axe sur une thématique. Là, en l'occurrence, les enfants clandestins, enfin voilà, en situation régulière sur le territoire national, qui ne peuvent pas avoir accès à l'école. Alors, comme tu disais, on était en train de parler d'inégalité. Je pense pas que ces enfants-là aient fait le choix d'être réduire la sécurité sociale pour les Français et instaurer donc l'éducation gratuite pour des gens qui sont en situation irrégulière sur le territoire national. Ce qui est aujourd'hui, ce qu'a dit Marine Le Pen, pour les autres beaucoup. Ce qu'a dit Marine Le Pen aujourd'hui, c'est complètement démago. Enfin, c'est quelque chose. Je suis même pas sûr en plus que les jeunes, les enfants des clandestins, leur première priorité, la priorité des parents, ce soit de les mettre dans des écoles. Voilà, c'est ça la question aujourd'hui, c'est que c'est un écran de fumée encore. C'est une des très nombreuses pompes aspirantes, c'était très clair. Simplement que quand on a l'AME, écoutez, la misère, elle existe en France aussi, mademoiselle. Ah ouais, vous en occupez de 9 millions de pauvres en France, 6 millions de chômeurs en France, un Français sur 7 qui est sous le seuil de pauvreté. Vous la voyez pas la misère? Si tu veux, on va ensemble dans un quartier, je te montre les gens qui sont pauvres. Ah bon, pardon, mais alors attendez, vous voyez par exemple l'action de M. Engelmann qui pour le 31 décembre a considéré qu'il fallait faire quelque chose pour les gens les plus déshérités et les amener. Et l'action du maire de Fréjus qui ferme les centres sociaux, c'est quoi pour les pauvres? Alors ça encore, c'est bien votre propagande parce qu'il ne s'agit absolument pas de fermeture des centres sociaux. C'est un acte politique. C'est un acte politique. Non, ça c'est parce que vous inventez des choses. Alors on va sortir de cela. Est-ce que vous êtes d'accord peut-être sur cette conclusion, parce qu'on va passer à un autre sujet, Sacha Houlié, que l'école c'est vraiment le socle de toute la société. C'est sur cette base que la République se fonde pour faire, j'allais dire, des petits Français, des futurs citoyens, des citoyens. Oui, donc c'est un sujet des petits citoyens, majeur. Tout simplement, parce que moi je crois, et ça c'est aussi notre projet, c'est que nous on a une vision d'ensemble où on a choisi d'intégrer effectivement, et je le développer, à la fois des mesures qui sont des mesures pédagogiques, des mesures en termes de moyens, ou des mesures en termes d'organisation du temps scolaire. Et je pense que quand on n'a pas beaucoup de propositions d'autres à faire pour réduire les inégalités, on noie le poisson comme on peut. Pour le coup, c'est pas notre cas. On a proposé un projet dans lequel, pour le coup, on a d'abord l'égalité entre les citoyens, et après il y a des critères de distinction, mais qui se font objectivement à partir de gens qui ont un accès égal, des armes égales pour combattre dans un monde libre. David Rodriguez, si je vous ai posé la question sur Marine Le Pen en vous demandant quel était votre avis, c'est parce que de plus en plus il y a des voix dissonantes au sein du Front National. Je crois que vous le reconnaissez, entre Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen. Vous pourriez aussi porter une autre voix par rapport à ces propos, peut-être. Il y a des questions de sensibilité aujourd'hui. Sur l'IVG, c'était une vraie. C'est une question de sensibilité. Il me semble que Marine Le Pen a été extrêmement claire au journal télévisé d'une chaîne que je ne citerai pas. Et la question est simple. Nous ne reviendrons pas sur l'interruption volontaire de grossesse, ni sur son périmètre d'accès, ni sur son remboursement. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Donc pour vous, Marion Maréchal Le Pen fait fausse piste sur ce sujet? Non, il me semble qu'elle a exprimé une sensibilité et qu'à partir de ce moment-là, elle n'était pas celle de notre candidate aux élections présidentielles. Donc il ne faudrait pas qu'elle exprime de nouveau des sensibilités? Il ne semble pas que ce soit le moment en pleine campagne présidentielle, non. Alors, il y a la campagne présidentielle et puis il y a primaire de la gauche. Et il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ, peut-être trop. Que pensez-vous de ce foisonnement de candidats? On fait le point d'abord, parce que ce n'est pas évident de s'y retrouver avec Sandra Cerquera. Pas franchement réjoui par la tournure que prend la primaire de la gauche. Jean-Christophe Cambadélis refuse la participation des petits candidats hors parti. 10 candidats, peut-être 11, c'est trop. La primaire de la gauche, ce n'est pas open bar. Et il faut mettre un peu d'ordre si nous voulons que messieurs Macron et Mélenchon puissent participer à cette primaire. Ce qui peut paraître paradoxal, car les mouvements de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ne font pas partie de la belle alliance populaire. Pour Pierre Laurent, le premier secrétaire du PS est inconséquent. Il a passé l'année entière à essayer d'empêcher une vraie primaire de rassemblement en calquant toutes ses décisions sur les desiderata de François Hollande qui finalement renonce au dernier moment. Et maintenant, dans l'affolement qui est le sien face à une primaire qui se déploie dans la plus grande confusion, il lance des appels qui ne seront entendus par personne. Jean-Christophe Cambadélis appelle aussi les candidats ancrés à la gauche du parti à se concerter pour être moins nombreux. Marie-Noëlle Lienemann serait en passe de retirer sa candidature. Benoît Hamon lui devrait donner sa position demain, alors que Vincent Peillon se déclarera candidat ce week-end.
Alors Jessica Gérondal, vous qui représentez les jeunes au Parti Socialiste, quand le premier secrétaire du parti dit que la primaire ce n'est pas open bar, comment vous réagissez à ce genre de phrase ? Honnêtement, je comprends pas bien ce qu'il a voulu dire par là, parce que moi je pense au contraire qu'il faut que toutes les personnes de gauche se présentent à la primaire pour qu'on puisse parler d'une seule et même voix à l'issue de celle-ci, et qu'on puisse offrir une vraie alternative, parce qu'aujourd'hui vraiment la difficulté et le challenge pour ma génération, c'est de réussir à faire barrage à cette droite extrême, celle de François Fillon, celle de celui qui fut contre la dépénalisation de l'homosexualité, contre le mariage pour tous, et qui fait de la surenchère dans le conservatisme. Attendez, avant de parler de la droite, c'est trop facile. Est-ce que vous pensez que cette primaire, elle va ressembler à un congrès du PS avant l'heure? C'est ce qu'on entend, parce que vous dites que vous êtes pour des candidatures, mais trop de candidatures. Est-ce que ça ne va pas devenir une primaire de la cacophonie? Non, je pense qu'il peut y avoir un débat très clair sur le fond, et que rien n'empêche qu'il y ait beaucoup de candidats à cette primaire. Je vois vraiment pas où est le souci pour le coup. Je pense qu'il est vraiment, vraiment vital que toutes les candidatures de gauche se rassemblent dans cette primaire. Ce n'est pas le cas pour le moment. On verra Emmanuel Macron malgré les nombreux appels, et évidemment Jean-Luc Mélenchon. Cédric Rivesseau, je vous laisse réagir quand même à ce qui a été dit sur votre candidat. Je vais d'abord commencer par la primaire de la gauche qui aujourd'hui est en train de dire qu'il fallait un rempart à cette droite horrible que représente François Fillon, ce qui est totalement faux. On est encore dans des éléments de langage, enfin des choses qui aujourd'hui... Il a dit que personnellement, il était contre, qu'il ne reviendrait jamais sur ça parce que c'est un droit fondamental. Donc c'est quelqu'un de bien, assurément. Il exprime ce n'est pas un droit fondamental. Il exprime sa position là-dessus. Il a le sens. Je crois qu'il n'a jamais ou rarement été pris en défaut dans les moments importants de vote. Ça, vous le reconnaissez. Ce sont les actes qui comptent aussi en politique. Quand on représente une certaine frange d'un électorat, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, au combat qu'on porte. Voilà. Ça, c'est plus langue de bois que ça. Je vois pas. Alors allez, on fait le tour de table. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce foisonnement de candidats, David Rodriguez? Et la question est toute trouvée pour vous. Est-ce qu'il va y avoir un jour une primaire au Front National? Parce que pour Gilbert Collard, je vous cite quelqu'un d'autre, il juge qu'une telle élection serait utile dans l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, je considère que le Front National aujourd'hui n'a pas besoin d'une primaire. Nous avons une candidate naturelle. Peut-être que vous pourriez participer. Non, mais écoutez, nous avons ce qu'on appelle un congrès dans lequel nous exprimons de manière démocratique. C'est pas parce que vous n'avez aucun leader naturel que vous êtes obligé de nous jalouser. Ça n'existe pas, les leaders naturels. Jalousez-nous, c'est pas grave. Votre candidat naturel, c'est qui? Ah bah non, vous les supprimez en fait. C'est-à-dire que ça ne veut strictement rien dire dans une démocratie. Un candidat naturel. À la primaire de la gauche, eh bien, il a été écarté. On dit, ah non, pas lui. D'accord, très bien. Donc vous avez ni le PRG, ni Mélenchon, ni Macron, ni Faudot. Vous avez personne. Répondez sur la primaire au Front National. Non, une primaire, c'est pas nécessaire. Nous avons un congrès. Auquel nous élisons notre président ou notre présidente, puisque nous avons une présidente qui est notre candidate naturelle. Auquel les citoyens et les Français ne participent pas. Mais écoutez, s'ils veulent participer, ils peuvent toujours adhérer au Front National. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sinon? C'est-à-dire on se retrouve avec des gens qui vont voter à la primaire de la droite, avec 15% d'électeurs de gauche qui ont voté pour une primaire qui en fait est une primaire de la droite. Moi, je ne comprends pas cette logique-là. Et très sérieusement, moi je suis attaché à la Ve République. Je pense que les régimes parlementaires type 3e ou 4e sont particulièrement instables. Et le général de Gaulle ne souhaitait pas de primaire parce que les primaires, c'est les choses des partis. Alors il y en a un qui a contourné habilement la primaire, c'était Emmanuel Macron. Il continue de rejeter les appels lancés par les socialistes à rejoindre la primaire. Jean-Christophe Cambadélis, il moque un candidat qui a l'habitude d'être désigné et qui craint la confrontation. Oui, qui continue à se moquer, mais à partir du moment qui commence par essayer de rassembler la gauche, comme la droite a essayé de se rassembler, puisque ni l'un ni l'autre est notre objectif. Nous, on entend rassembler les Français. Et pour rassembler les Français, on a aussi une cohérence, parce que c'est une cohérence d'ensemble. On considère que ce qui est la gauche ou ce qui est la droite, c'est aujourd'hui des ensembles incohérents. Pourquoi? Parce que on a vu dans la primaire de la droite s'affronter des gens qui n'avaient pas grand-chose en commun. Ah si, quand même, c'est une famille politique avec un socle commun. Vous en parlerez à tous les jeunes de l'UDI qui ont souhaité rejoindre la candidature d'Emmanuel Macron après la désignation de François Fillon. Enfin, je parlais de la droite. Oui. Voilà, et l'UDI, elle est de droite, jusqu'à preuve du contraire. Et ensuite, pour ce qui concerne la gauche, on a des candidats qui sont Montebourg et Hamon, qui n'ont pas grand-chose à voir avec Manuel Valls. Je doute que le perdant se rallie derrière le gagnant. Et par ailleurs, ça n'aurait aucun intérêt.
parce qu'on a bien vu ce qu'avait créé la primaire en 2011 au Parti Socialiste. Et elle a créé Vous ne craignez pas la dynamique que va forcément qui est conférée à la primaire, c'est-à-dire que pendant un certain moment, l'espace médiatique, et même pas politique, mais médiatique, va être très réduit pour votre candidat? Mais alors d'abord, nous, on ne craint pas grand-chose parce qu'on a déjà 120 000 personnes qui nous ont rejoints dans un mouvement citoyen en dehors des partis et qui d'ailleurs valide au-delà même de tous les gens qui s'endorment. Oui, bah justement, la démocratie, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Donc effectivement, les gens doivent pouvoir adhérer gratuitement dans un mouvement et après donner à hauteur de ce qu'ils peuvent. Cédric Rivesseau, je vous vois sourire. Je vais vous poser une question sur une nouvelle candidature, mais j'allais dire de votre côté ce soir, c'est Michèle Alliot-Marie. Qu'est-ce que vous en pensez? Si elle a envie elle a envie d'être candidate, pourquoi pas. Elle avait eu du mal et elle n'a pas réussi à se faire élire au Conseil national de notre parti, qu'elle essaye à la présidentielle. Et puis voilà, elle aurait pu se présenter à la primaire une question tout le monde. Pour conclure, en guise de conclusion à vous tous, un tour de table. Est-ce que ça vous effleure l'esprit plus tard? Est-ce que dès maintenant, parce qu'on sait que pour certains de ces candidats, ils y ont pensé depuis longtemps, depuis le début de leur militantisme. Est-ce que vous aussi, vous y pensez? Vous me regardez avec des grands yeux, Jessica Gérandal. La question n'est pas totalement... Je ne m'attendais pas à cette question, c'est pour ça. Non, pour ma part, pas du tout. Faut jamais dire jamais. Cédric Rivesseau? À l'heure actuelle, non, je ne prévois pas de me présenter. David Rodriguez, je n'ose pas vous poser la question parce que j'ai peur qu'il y ait des sanctions contre vous après ce débat. Si vous dites que vous avez des velléités ou des envies, c'est possible? Mais écoutez, moi j'ai toujours dit que la politique n'était pas un métier. Je pense que d'abord j'aurai un métier, puis un jour si je veux m'investir politiquement, je le ferai à mon niveau, localement. Et si le Front National me fait confiance, et notre candidate. Sacha Houlié. Alors moi, pour ce qui me concerne, j'ai un métier, mais j'ai surtout le meilleur des candidats, donc j'ai pas besoin d'un candidat. Bonne réponse, pas mal. Merci en tous les cas pour ce débat. On se retrouve jeudi prochain ou ceux d'après. Vous faites partie de ce débat, Parole de jeunes. Merci encore à vous. La suite de votre émission. Et puis cette question à présent, elle va vous intéresser. Qui est le candidat des réseaux sociaux? Emmanuel Macron, Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon ou d'autres? Qui maîtrise vraiment le mieux les codes de ce moyen de communication qui influence la campagne? Eh bien, le match des idées sur ce sujet et d'autres opposera dans quelques instants Véronique Reil-Soult. Elle est la spécialiste des réseaux sociaux, à Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la communication. C'est juste après la pause, à tout de suite. Événement. Demain dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires. Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, et l'invité de Cyril Viguier. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. L'idée qu'on soit dans une période la plus chaude qui ait jamais existé, ce n'est pas vrai. Ces discours semblaient appartenir au passé. Pourtant, en cette fin 2016, climato-scepticisme et remise en cause du principe de précaution font leur retour en France comme aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. Pourquoi autant de revirements sur les questions d'écologie? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur ceux qui veulent nous gouverner dans la tempête climatique. Déshabillons-les, samedi à 15h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission. On va plus loin. Et le match des idées sera consacré ce soir à l'influence et à l'impact des réseaux sociaux sur la campagne des primaires et de la présidentielle. Ce mode de communication et d'expression a changé la façon de faire campagne pour les candidats. Mais comment ? Concrètement, les réseaux sociaux ont joué un rôle important lors de la primaire de la droite. Alors, comment cela va-t-il se passer pour la primaire de la gauche? Et on va en parler avec nos invités ce soir. Véronique Reil-Soult, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des réseaux sociaux, directrice générale de Dentsu Consulting. Vous avez l'habitude de vous exprimer, de nous rejoindre sur ce plateau. Avec nous également et face à vous, Dominique Volton, bonsoir. Bonsoir. Directeur de recherche au CNRS et spécialiste des médias, de la communication. Avant d'entrer dans le vif de notre débat, on va s'arrêter sur celui qui est couronné roi des réseaux sociaux. À votre avis, qui est-ce? C'est le king des réseaux sociaux et c'est Jean-Luc Mélenchon. Son portrait numérique avec Samia Dechir. Il est connu comme le tribun de la politique française, à l'aise dans les meetings face à la foule. Mais c'est désormais sur le net que Jean-Luc Mélenchon fait campagne. Et il semble avoir trouvé la recette. Parmi tous les candidats déclarés à l'élection présidentielle, celui de la France Insoumise est le champion des réseaux sociaux. En un mois, sa chaîne YouTube a gagné 40 000 abonnés
Il en compte désormais plus de 110 000, ce qui le place très largement en tête, bien loin devant Emmanuel Macron par exemple, suivi par moins de 3000 youtubeurs. Et la diffusion des émissions commence à avoisiner le niveau d'une audience d'une chaîne télé, puisque on arrive à 140 000, 150 000 vues. À 66 ans, Jean-Luc Mélenchon part à la conquête de l'électorat des jeunes, ceux qui délaissent le petit écran pour s'informer sur la toile. Une revue de la semaine, une foire aux questions où il répond directement aux interrogations des internautes et même des émissions comme Pas vu à la télé, où il invite ceux qui, dit-il, sont ignorés par les grands médias. Pourquoi je reçois aujourd'hui Zoé Constantopoulou? Vous ne l'avez jamais vu. Sur les grandes chaînes de télévision françaises, c'est une drôle de situation. Alors on va réparer ça. Les rapports de Jean-Luc Mélenchon avec les journalistes sont tendus, alors il a créé son propre média. Le candidat veut se mettre en retrait des plateaux télé, où il envoie plus volontiers ses porte-paroles. Est-ce que vous confirmez, Véronique Reiss, Jean-Luc Mélenchon vraiment le roi sur les réseaux sociaux? C'est le roi sur les réseaux sociaux, mais ça l'était déjà lors de la précédente élection présidentielle. Il est bon, il a le sens de la formule et sur les réseaux sociaux, il faut le sens de la formule. Et puis surtout, il sait bien manipuler les différents codes. Il est entouré d'une équipe qui sait extrêmement bien manipuler les outils aussi. Après, c'est le roi, certes, mais il faut vous dire qu'il parle quand même aux gens qui l'entourent, il parle à ceux qui le connaissent, à son public déjà acquis. Donc, c'est pas forcément un outil qui lui permettra de gagner tout le monde, mais en tout cas, il fait passer les messages, c'est efficace et globalement, même le titre de l'émission principale qu'il a sur sa chaîne, c'est Pas vu à la télé, résume son programme en soi et franchement, fonctionne bien. Juste sur les autres, vous dites Manuel Valls, c'est le candidat des médias et Emmanuel Macron, c'est celui qui interpelle le plus. Candidat des médias, c'est-à-dire celui qu'on invite le plus souvent, que l'on voit le plus souvent? Alors, en règle générale, si on écoute les éditorialistes politiques, le candidat des médias, c'est censé être Emmanuel Macron. Donc en fait, quand on regarde la réalité du nombre de citations, le nombre d'articles qu'il y a eu sur Manuel Valls ou sur Emmanuel Macron ces derniers temps, c'est clairement Emmanuel Valls plutôt le candidat des médias. Emmanuel Macron, c'est plus aujourd'hui un candidat qui n'a pas du tout l'aura et le mode de fonctionnement qu'a Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux, mais par contre, on parle souvent de lui, et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que sur les forums et sur Facebook, en fait, les gens se posent des questions. Il y a peu souvent des mots sur l'expérience, parce que les éditorialistes parlent souvent de ça, de ce sujet, est-ce que Macron aurait l'expérience? C'est pas tellement une question que se posent les gens. En revanche, ils se posent des questions sur son programme et beaucoup de questions sur des points de vue sur la société et globalement des enjeux sociétaux où là ils se disent si c'est un homme politique qui doit gouverner, il faut qu'il nous dise ce qu'il en pense. Donc voilà, tout est possible, mais en tout cas il n'a pas transformé et il n'est pas encore excellent dans l'utilisation d'un écosystème bien fait, même s'il commence à avoir des outils plutôt bien. Le jeune homme qui était là tout à l'heure en parlant. Sacha Houlié, qui est à l'origine du mouvement Jeune avec Macron. Dominique Volton, quel est votre regard de façon générale? On a vu que le rôle des réseaux sociaux a été important, vraiment très important lors de la primaire de la droite. Il le sera très probablement lors de la primaire à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis pas capable de dire s'il a été très important. J'adore les appréciations définitives comme ça, la mode, on n'en sait rien. On n'en sait vraiment rien. J'étais sûre que vous allez me dire cela, c'est pour ça que j'ai posé la question. On a dit Clinton, mais c'est fou ce qu'on dit comme stéréotype. Clinton a été élu par les réseaux sociaux. Du coup, tout le monde s'est précipité aux États-Unis. Maintenant, après, on a dit c'est Obama. Alors, on a regardé sur Obama. Puis maintenant, on dit c'est... Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire sérieusement? C'est un nouveau mode d'expression, donc dans les démocraties. Ça peut même être utilisé dans la dictature, hélas. Tout mode d'expression nouveau, c'est important. Le problème, c'est que après, une fois que... Moi, une phrase qui me hante, c'est si tout le monde s'exprime, qui écoute? Et à la limite, nous aurons des sociétés entières où tout le monde passera son temps à raconter sa vie, ce qu'il a envie de dire, avec aucun intérêt pour autrui. Alors le problème d'une société, c'est pas seulement que je raconte ma vie, c'est que je tienne compte du point de vue de l'autre. Et donc, ce que vous avez très bien dit, c'est la tragédie de ces réseaux sociaux, c'est qu'ils sont communautaristes. C'est qu'en définitive, on retrouve ceux qui pensent comme vous. Or, une société démarre, non pas seulement avec la somme des communautés, mais c'est la somme des communautés, plus tous ceux qui... On va réussir à faire tenir ensemble alors qu'il n'y a rien à dire. Donc ces réseaux sociaux, très bien comme forme supplémentaire d'expression, il n'y a aucune espèce de régulation. Donc les gens gentils sont gentils, les salauds sont salauds, les pervers sont les pervers. Il n'y a aucune police. C'est une espèce de vision complètement naïve de la société. Ensuite de ça, il n'y a aucune confrontation avec l'autre, aucune confrontation avec la règle. Et si vous voulez, la force de la radio, de la télévision, avec tous ses défauts, de la presse écrite, c'est quand même qu'il y a des règles. On vit ou du cinéma ou du théâtre. Non, jetez plus. Vous n'êtes pas très réseaux sociaux. Non, c'est pas ça. Non, mais je sais bien, j'ai compris. Je peux finir ma phrase? Bien sûr. Et j'aime pas trop la caractérisation. Je suis ni pour ni contre.
Je dis deux choses qui sont simples. Toutes les techniques qui ont permis d'exprimer des opinions supplémentaires, c'est un progrès depuis le XVIIe siècle. Ça ne suffit jamais à faire ni un humanisme, ni une société, ni un système politique. Et la question aujourd'hui, dans une espèce de fuite en avant de l'idéologie technique, c'est de penser que ça va refonder la démocratie. Pas plus les réseaux sociaux, que ce qu'on appelle l'économie collaborative, ne suffiront. Donc si vous voulez, il faut réintroduire l'autre, la règle, la société, et tout devient compliqué. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est bien parce que ça permet de s'exprimer, mais ça ne résout aucun des problèmes de la politique. Je vais m'arrêter sur le premier point quand vous avez repris ma question, si je puis dire, Véronique Reichelt. C'est vrai qu'il est difficile de quantifier ou d'appréhender l'influence des réseaux sociaux sur une élection, mais une chose est sûre, les candidats ne peuvent pas s'en passer aujourd'hui. Alors, je dirais que d'abord, je suis désolée, mais on peut quantifier, on peut mesurer. Après, je suis d'accord avec vous, ça n'est pas... Mais on quantifie quoi ? On va quantifier, par exemple, le nombre de messages. Oui, d'accord, et alors, mais ça ne donne rien sur la réception. C'est pas parce que je regarde, c'est pas parce que je clique que je suis d'accord avec ce que je regarde, mais que je clique. Pour savoir si... Ça, on s'occupe de l'émission du message, on ne s'occupe pas de la réception, de ce que vous et moi, on fait de ce qu'on regarde. Attendez, la réponse de Véronique, la réponse, elle est que non seulement on peut quantifier... Regardez, mais tous les génies... Remarquez, comme il s'appelle le président Sarkozy, c'était aussi un génie aussi des réseaux sociaux. Attendez, la réponse de Véronique Reichelt. Ma réponse, elle est, je suis d'accord avec vous sur plein de choses que vous avez exprimées, mais on peut mesurer, et on peut mesurer aussi l'écoute. L'écoute, on peut aussi mesurer. Mais c'est pas parce qu'on mesure le nombre de gens qui sont devant un poste de télévision ou qui sont sur un écran. Attendez, mais ça veut dire quand même quelque chose, Dominique. Mais si, excusez-moi. Je m'excuse, je vais dire une phrase. Quand vous avez des millions de gens devant les débats de la primaire de la gauche, c'est bien qu'il y a une appétence, une curiosité. L'essentiel des débats, je vous signale, au bout d'un moment, ils se condensent sur la radio et la télévision, qui sont les médias officiels légitimes de la politique. Et c'est pas parce que vous lisez un article que vous êtes d'accord. Pourquoi ils sont légitimes? C'est vous qui délivrez les brevets de légitimité? Je peux finir moins en moins, je parle plutôt vite quand même. Merci. Ils sont légitimes non pas parce que c'est la radio, la télévision, la presse écrite ou qui sont anciens par rapport à la nouveauté formidable que seraient les réseaux, simplement que là, il y a des règles. Une société, ça commence quand il y a des règles pour tout le monde. Règles aussi. Mais bien sûr. Mais les règles d'expression ne sont pas des règles de l'interjection. Et si vous voulez, pourquoi une offre de programme de la radio, de la télévision ou d'un journal, ça pose plus de contraintes que les réseaux sociaux que vous gérez? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de tenir compte de l'altérité dans une société. Voilà. On va aller plus loin. Je termine juste. En fait, vous pouvez savoir si on écoute. Je vous prends l'exemple. C'est pas parce qu'on sait, oui. Mais j'ai pas dit que les gens qui écoutent, comment dire. Mais je vous finis ma phrase. Mais c'est pas parce que vous écoutez que vous adhérez au message. Son raisonnement, pour savoir si on adhère. Parce que si je reprends un message, je vous écoute, et ce que vous dites, c'est résumé dans un message que je trouve intéressant. Si je trouve ce message intéressant, je vais le partager, je vais le commenter, et je vais dire votre communauté. Avec ma communauté, sauf que quand on parlait tout à l'heure, sortir de la communauté, c'était ça qu'a bien réussi Fillon sur le premier. On n'en sait rien, on le dit maintenant parce que non, pas du tout. Mais d'abord, sont excellents rétrospectivement. Mais écoutez, personne n'avait arrivé Fillon, on n'y rien du tout. Attendez, vous allez réagir, Dominique Volson. L'explication de Yaka Faucon. C'était pas des Vous êtes très intelligent, tous. J'ai pas du tout dit que j'étais très intelligente. J'ai pas du tout dit qu'on avait pris. Rien, ça. Moi, je vous dis qu'il y a des outils aujourd'hui. Il y a des outils aujourd'hui qui vous permettent et qui permettaient de voir à l'époque. Vous faites une cartographie des publics qui reprennent un message. Par exemple, M. Mélenchon, dont on parlait tout à l'heure, quand on fait la cartographie des gens qui reprennent ces messages, on voit qu'effectivement, c'est très communautaire et ce sont des gens qui sont déjà peu ou prou d'accord avec lui. Bien sûr. Pour Fillon, ce qui était notable, il n'y avait pas beaucoup de volume, mais les gens qui reprenaient ces messages au fur et à mesure des semaines, c'était des gens qui étaient des gens dits neutres. Donc ça veut dire qu'il avait une réalité de polarité. Je n'ai aucune objection à ce que vous dites. Je dis simplement qu'on ne peut pas expliquer une élection, quelle qu'elle soit, par le fait qu'il y aurait d'un seul coup un média supplémentaire qui se rappellerait le réseau, qui serait la liberté, la créativité. C'est tout ce que je conteste. Je dis simplement c'est un tuyau supplémentaire. C'est un tuyau supplémentaire dans une longue histoire. Il y a des livres, vous savez, ce truc archaïque complètement dépassé. Il y a du papier. Il y a même ce qu'on appelle des idéologies. Je vais vous poser une question qui m'obsède. Il n'y a jamais eu autant d'informations, ni autant d'interactions. Il n'y a jamais eu autant de conformisme. C'est toujours les mêmes idées qui circulent. Il n'y a jamais eu autant de rumeurs. Et vous êtes là pour casser ce conformisme. Non, mais moi je suis un chercheur, je pose des questions. Il n'y a jamais eu autant de rumeurs. Il n'y a jamais eu autant de faux semblants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que la faute aux réseaux sociaux. Attendez, mais j'ai pas dit que c'est la faute aux réseaux sociaux. Je dis que quand on exprime des opinions, vous avez face à ça des émotions, des idéologies, et c'est 10 fois plus compliqué. Attendez, est-ce que cette utilisation
quand même importante des réseaux sociaux. Je ne parle pas de l'influence, l'utilisation qu'on constate qui est importante par les candidats. Elle répond aussi à une faiblesse des partis aujourd'hui. Est-ce que la communauté des militants devient davantage virtuelle, numérique, et se trouve moins au sein des partis? Oui, alors je peux répondre? C'est fait pour. Si vous... Non, mais je donnerai la parole à Véronique. Non, oui, comme vous la prenez comme une spécialiste des réseaux, c'est pour ça que je casse, parce que personne n'est spécialiste des réseaux. Je la pense pas, elle est spécialiste des réseaux, mais spécialiste de les réseaux ne sont pas sous-ensemble d'une question 1000 fois plus compliquée qui s'appelle la communication. Bon. Eh bien, alors je vais la présenter comme spécialiste de la communication la prochaine fois. Oui, mais bon, vous serez content. Dire le succès des réseaux, d'abord pour prendre le succès des réseaux dans la politique, il faut l'intégrer dans l'ensemble de la généralisation d'Internet et des réseaux depuis une vingtaine d'années. C'est rien, 20 ans. C'est rien. En durée pour avoir une conclusion. D'autre part, dire que c'est la faute des partis politiques, peut-être, mais comme au bout d'un moment, il faut de toute façon se rassembler pour faire de la politique, c'est pas les réseaux qui vont faire l'élection. Troisièmement, la question de l'opposition, au bout d'un moment, elle se pose de toute façon. Et pourquoi un journal, la radio, la télévision, ou même le journalisme au sens fort, c'est important parce que ça introduit systématiquement de l'altérité pour sortir des communautés. On s'arrête sur ce point. Est-ce que c'est vrai, dans ce cas, Véronique Reichswald, qu'il y a une volonté, quand on utilise les réseaux sociaux par les candidats aussi, de contourner, de s'affranchir des médias classiques et de communiquer sans filtre, ou plutôt aussi sans l'intermédiaire du journaliste? Alors, en fait, je ne voudrais pas caricaturer, mais ça va dépendre quand même des candidats. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils aiment maîtriser et qu'ils veulent utiliser les réseaux sociaux souvent pour contourner, effectivement. Ce n'est pas forcément le cas des gens qui les écoutent, bien que vous disiez qu'on n'est pas dans l'écoute, mais en tout cas, les gens qui lisent ces messages, et l'utilisation n'est pas forcément ainsi, et le bon usage n'est pas « je prends un message, je le pousse, et j'essaye de faire en sorte de contourner les autres... Je vais essayer de répondre à votre question sur un problème de fond qui dépasse largement les raisons. Le rêve humain porté par la technologie, c'est de croire qu'une société plus démocratique, c'est une société qui se débarrasse des intermédiaires, les journalistes, les professeurs, les médecins, et voire un jour peut-être pas les hommes, peut-être les hommes politiques, parce que chacun votera en permanence. C'est un mythe d'une société directe, online, transparente, interactive. C'est fou, c'est faux. Donc, par conséquent, la question c'est qu'est-ce qu'apportent de formidable les réseaux comme capacité de critique, comme capacité d'expression, comme capacité d'innovation, à condition qu'on remette cette nouveauté dans l'ensemble du système de communication politique et publique, et que de toute façon on sache qu'une démocratie, si vous voulez, la démagogie, c'est de croire que la démocratie est pourrie à cause des intermédiaires. Ça, c'est de la démagogie. La politique, c'est de dire les intermédiaires, on les critique. C'est un fait aujourd'hui, ça existe. Mais attendez, c'est pas parce que des gens pensent. C'est pas parce que des gens pensent que les intermédiaires sont pourris qu'il faut le croire. Il faut argumenter. Il n'y a pas de démocratie. Je ne sais pas si tous les candidats le pensent. Mais je ne parle pas des candidats. Je vous dis, il y a une idée générale et qui est fausse, c'est que moins il y a d'intermédiaires, plus c'est démocratique. Ça, c'est faux. La force de la démocratie. Je suis parfaitement d'accord. C'est pas. Sinon, il n'y aurait pas d'élection. Non, mais sinon, il n'y aurait pas d'élection. Et au même titre que de dire que c'est les réseaux sociaux qui feront des rois, ça n'a pas de sens non plus. C'est pas le sujet. Après, on ne peut pas non plus se dire que cet outil ne peut pas être utilisé. Non, mais il faudra pondérer, il faut attendre le temps. 10 ans, 15 ans, c'est rien. Si on se met à la place, il y a un sujet qui est intéressant. On va se mettre à la place du citoyen, pardonnez-moi aussi. Il a des réactions plus directes aussi. Il a un accès. Là, on parle des candidats, c'est pour ça que je reviens chaque fois aux candidats. Il a un accès plus direct à son candidat. Il peut l'interpeller. Il peut l'interpeller. On peut considérer aussi que c'est une liberté en plus qu'on lui donne. Oui, à condition de la pondérer, parce que vous avez des stades, vous avez des réunions dans les qu'on appelle ça les écoles et ailleurs depuis le début de la politique et de la République. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas confondre une capacité d'expression supérieure qui a ses avantages, évidents. On ne confond pas, on analyse. Attendez, moi je dis simplement une seule chose depuis tout à l'heure, relativiser. Très bien. Contextualiser. Contextualiser. Attendez, on va relativiser la parole et laisser Véronique Reichswald. L'idée de dire que l'expression directe est plus démocratique que l'expression médiatisée par des intermédiaires, ça c'est de la démagogie. Eh bien moi je vais vous dire, je suis d'accord avec vous, et je vais même vous dire, relativisez vous aussi la réalité des réseaux sociaux pour une raison simple, c'est que là vous... je n'hypostasie pas l'importance des réseaux sociaux. Non, mais ce que je vais en parallèle avec d'autres. Avec d'autres, mais je veux même vous dire, en fait, aujourd'hui, ils sont pas très bien utilisés par les politiques français. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils s'en servent comme un moyen pour pousser les informations, et on va largement en entendre parler. Tout le monde partout. On s'en sert mais il y a une réalité, c'est que les réseaux sociaux permettent aussi d'écouter l'opinion, de savoir quels sont les sujets qui préoccupent les uns et les autres, comment les uns et les autres s'expriment. Oui et non, parce qu'il y a des phénomènes de lobbying sur les réseaux sociaux. Il y a du lobbying sur les réseaux sociaux. Comme partout, comme on l'a dit. Non, c'est pour ça que je dis simplement, il y a à la fois de l'expression, créativité, de la critique des citoyens, je suis tout à fait d'accord, et ça contourne les partis qui sont complètement ossifiés et des médias qui sont complètement vous me rejoignez sur les partis. J'ai pas fini ma phrase. Oui, pour une part. Les phrases sont longues, c'est ça. Pardon, mais pour une part, oui, bien sûr. Et c'est un contre-pouvoir à lui tout seul, comme les médias le sont simultanément. Mais c'est l'introduction en neuf, etc. Mais au bout d'un moment,
les hommes étant ce qu'ils sont, ils aiment le pouvoir, l'influence. Donc par conséquent, dans les réseaux, réagir, attendez, vous aurez à une réaction sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas. Mais attendez, c'est quelqu'un qui vous interpelle, mais elle va vous énerver. C'est pour ça que mais c'est pas grave. Autrefois, vous savez, il y a ce qu'on appelle la radio et le téléphone. Hein. Virginie, là, j'ai pas le téléphone rouge, mais Virginie Desbuissons vous dit c'est étrange comme posture pour un chercheur en communication. Il est très campé sur ses positions. Mais je ne sais pas, attendez. Alors, moi, j'ai que 40 ans d'observation et de recherche. J'ai vu l'arrivée de l'informatique, des télécoms. Donc, si un chercheur n'est pas 80% du monde académique, pense que c'est une subversion pour la démocratie. Moi, j'ai des positions théoriques qu'on peut parfaitement contester et ne pas être d'accord avec moi. Je pense que la démocratie, c'est beaucoup plus compliqué et que tous ces réseaux communautaires ont un intérêt qu'on vient de souligner. Par contre, la question centrale, c'est de vivre en société, donc de gérer l'altérité. Et donc, Véronique Reiss, la parole à Véronique Reiss. Je fais juste un point, je suis d'accord avec vous, sauf qu'il y a quand même un sujet qui est l'observation. Vous l'avez balayé en me disant c'est un sujet où finalement il y a des lobbies et des actions d'orientation de l'information. Mais non, je pense qu'il y aura aussi des gens qui vont vouloir influencer l'observation à travers les réseaux sociaux. Mais c'est la terminer juste son argument. C'est juste pour vous dire que dans une élection, quand ils sont bien utilisés, aux États-Unis en particulier, je ne suis pas sûr que avec 2,5 millions de votants supplémentaires pour Mme Clinton qui se retrouvent battus. Ah non, mais moi je ne vous parle pas de l'élection, je vous parle des réseaux sociaux. Oui, encore, mais écoutez, il y a une réalité. Si les États-Unis étaient vraiment obsédés par la démocratie, ils résolveraient le problème incroyable. Mais est-ce que il peut y avoir un président qui est élu alors qu'il est minoritaire. Moi, je trouve que c'est une question intéressante à poser. C'est drôle, on dirait que les réseaux sociaux ont bon dos pour vous. Vous mettez tous les problèmes sur les réseaux sociaux. Vous avez 3 élections qu'on nous dit, je m'excuse quand même, je suis observateur comme vous, ça fait 3 élections qu'on dit que ce sont les réseaux sociaux qui ont fait l'élection. Non, ça fait 3 élections qu'on dit que le web. Ce qui n'est pas la même chose. Ah oui, mais c'est pas du tout la même chose. En fait, la réalité. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé aux États-Unis. Racontez-nous. Je suis d'accord avec vous. À chaque fois, on nous dit c'est Internet qui va faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une réalité qui est les data et le web marketing. Ça s'appelle les données en français, les data. Oui, non, mais il y a un mot français, ça s'appelle les données. Les données. Non, on n'est pas obligé de dire des data, dit des big data. On peut dire les données. Monsieur le professeur, on a fait en France qu'on est à ce point-là fasciné par utiliser des mots anglais à croire qu'on y est intelligent. C'est quand même un problème culturel. Les données. Quand même. Les données et le fait de faire. J'ai le droit de dire web marketing ou pas ? Pardon ? J'ai le droit de dire web marketing. Vous avez le droit de tout dire sur ce plateau, allez-y. Non, mais vous me mettez. Non, mais globalement, c'est un sujet à l'époque qui n'était pas un sujet des réseaux sociaux parce qu'au moment où Obama est élu la première fois, les réseaux sociaux ne sont pas aussi puissants qu'ils le sont aujourd'hui. Donc c'est un sujet où ça lui a permis de savoir ce que pensaient les uns et les autres, où on pouvait les toucher, comment on pouvait communiquer avec eux. Une autre question de fond qui m'intéresse comme chercheur. Plus il y a d'informations. Je vous expliquerai à la fin après. Alors. Non, mais attendez, parce que ça, moi, je pose une question sur laquelle je n'ai pas de réponse. D'accord. Et je suis étonné qu'on n'y réfléchisse pas davantage. Plus il y a d'informations qui circulent avec des interactivités dans tous les sens, plus ça réveille chez l'ensemble des récepteurs et des interacteurs des opinions, des émotions, des idéologies. Cette question centrale, qui est que la multiplication des systèmes de communication va augmenter le retour des affects, le retour des émotions, la violence des idéologies, le poids des stéréotypes et des rumeurs, c'est une question qui va exactement à l'opposé de ce rêve. Mais que proposez-vous de faire ? D'arrêter le mouvement ? Mais non, mais c'est une question de je pense même que c'est mieux qu'on soit avec une chandelle. Mais écoutez, non, mais ne moquez pas les questions. Non, mais je vais vous expliquer. Vous êtes peut-être chercheur, mais on a le droit de poser des questions. Bien sûr, mais la question, c'est pas de savoir s'il faut supprimer les réseaux ou pas. Il est de contextualiser, de relativiser, de dire écoutez, les réseaux, il y a ça. C'est ce que vous faites, Véronique Reiss. Pardonnez-moi, du haut de votre expertise. Elle s'occupe de quoi dans la vie ? Non, s'il vous plaît. Oui, mais la réalité... des réseaux, elle a le droit. Moi, j'ai rien contre. Mais bon, moi, je suis plus intéressé par les choses qui additionnent les réseaux, la radio, la télévision. Alors, excusez-moi, je vais rappeler le thème de ce débat. C'était quand même les réseaux sociaux et l'influence. Moi, je peux faire un zoom arrière. Comme je ne suis pas obligé de rester sur les réseaux. Mais je veux encore poser une question sur les réseaux sociaux parce que c'est le sujet du débat que nous avons choisi ce soir. Donc, Véronique Reiss, est-ce qu'il y a aussi le danger de l'urgence, évidemment, de la réaction, etc., intempestive ? Et cela, comment les candidats, puisqu'on parle également de cela dans ce débat ce soir, comment est-ce qu'ils peuvent faire attention à cela et prévenir cela ? Après, il y a une réalité qui est, comme vous le disiez, c'est une relation en direct. Donc ça veut dire qu'il faut à un moment donné qu'il y ait quand même de la sincérité et qu'il y ait une certaine cohérence. Donc réagir vite, pourquoi pas ? D'abord, souvent les politiques ont tendance à réagir un peu trop vite. Et ensuite, au lieu d'être dans un débat, et ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux en soi, c'est un sujet de sincérité et de cohérence qui devient de plus en plus important. Ce qui a changé, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ça va vite et que bien vous avez fait une erreur, par exemple, il faut l'assumer, il faut dire que vous êtes trompé et que c'est pas si grave. Attendez, on va laisser Véronique Reiss arriver jusqu'à la fin de son argumentaire et je vous passe à... Oui, j'ai fini. On a compris ce qu'elle voulait dire. Oui, ça se résume vite, allons-y.
Non, je vous regarde, allez-y. Nous vous écoutons. Et avec gentillesse. C'est ma marque. Oui. Allez-y, Dominique. Non, là, je suis sérieux. On ne sait pas où va s'arrêter cette course à la vitesse, voilà. Tout est de plus en plus vite, et tout est de plus en plus fou, et de plus en plus faux. Donc, par conséquent, les hommes politiques qui eux-mêmes reprennent les tweets, etc. Il y a une folie, il va falloir... La politique, c'est très lent, c'est très compliqué, c'est très dangereux. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de rapport direct au bout d'un moment entre la rareté, la difficulté, l'immense difficulté de la politique et sa lenteur, avec l'extrême vitesse de l'ensemble des opinions, etc. Première phrase. Deuxième phrase. Le but de tout ça, c'est apparemment d'augmenter la démocratie. La conséquence, hélas, négative, c'est la délégitimation des hommes politiques. Et du coup, les hommes politiques se trouvent de plus en plus dans une position défensive, acculée. Et d'ailleurs, comme je dis souvent en rigolant, pour un acteur politique, vous avez 50 personnes qui commandent ce qu'il fait. Donc la question centrale dans la démocratie, c'est quand même de sauver la capacité d'action politique. Bien sûr, après, on critique, on commande tout ce qu'on veut. Mais si vous voulez, cette vitesse tue tout de la capacité de l'action. Et deux, la délégitimation des hommes politiques fait qu'ils n'ont plus aucune espèce de prestige. Et je voudrais prendre un exemple qui est tragique. Le nombre de candidats à droite qui s'imaginent qu'ils peuvent être président de la République en ce moment, et le nombre de candidats à gauche qui s'imaginent qu'ils vont avoir une primaire pour être candidat président de la République, j'en suis stupéfait. Ce manque de modestie, et ça, cette dégradation de la politique, elle vient du fait que tout s'est banalisé. Voilà. Quand tout se banalise, que mon opinion est aussi importante que celle d'un ministre, et que est aussi importante de n'importe qui. Et votre opinion est aussi importante que celle que Véronique Reiss, qui va vous répondre parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Oui, en démocratie, mais pas dans le fonctionnement d'une société. Après, je suis d'accord avec vous, qui est que effectivement, ça manque de modestie. Au point où sur les réseaux sociaux, réellement, s'ils savaient écouter ce qu'ils ne font pas... Et sur les plateaux d'ailleurs. Et sur les plateaux. Toujours bien. Mais s'ils savaient écouter, je vous assure qu'ils pourraient obtenir beaucoup plus d'éléments, ça serait beaucoup plus intéressant et ils seraient beaucoup moins ridiculisés dans certains cas, ou en tout cas, ils s'appauvriraient moins dans la relation qu'ils ont aux autres. C'est une belle conclusion. Et je remarque à l'instant, Dominique Volton, que vous êtes sur Twitter. Oui, mais c'est un vieux compte, j'étais regardé, ça traînasse, c'est pas classe. Mais il faut le mettre à jour. Mais de quoi parle-t-on là? Moi, je n'arrive même pas à lire, voir les gens que j'aime et compagnie suffisamment. Je veux bien faire un minimum de participation collective. On va vous laisser alors rejoindre les gens que vous aimez. Non, c'est pas ça. Je veux dire, qu'est-ce que veut dire ce mythe que je suis ami avec 550 000 personnes, 200 000 personnes et en interaction avec 1 million de personnes? Il y a au bout d'un moment, quand M. Mélenchon dit « Moi, je boycotte les médias officiels pour aller vers les médias de la vérité », c'est une bataille qu'on connaît depuis toujours, qui consiste à penser que vous êtes tous des pourris, les journalistes et les médias, et que la vérité serait du côté... ça, c'est démagogique. Oui, ça, c'est très démagogique. C'est votre avis sur un candidat. Politique. Nous, le débat c'est un acteur politique. Attendez, Dominique Volton, excusez-moi, je dois reprendre la parole. Bien sûr. Il n'a pas le droit de dire que les médias officiels sont pourris. Merci pour ce débat passionné. On a compris votre position et vos interrogations de manière plus large. C'est votre rôle de chercheur. Et on remercie la spécialiste des réseaux sociaux, mais pas seulement, Véronique Reiss, qui apporte son expertise sur ce plateau et que j'accueille toujours avec plaisir. Merci encore à vous. Vous avez plus de l'habitude. La suite de cette émission, dans quelques instants, c'est le grand entretien. Mon invité est journaliste spécialiste des questions de justice, Mathieu Delahousse. Nous parlerons bien sûr du procès et du verdict pour Jérôme Cahuzac. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité politique ce soir. Trois ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité. Le verdict est tombé aujourd'hui pour Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du Budget était jugé pour fraude fiscale. L'affaire avait éclaté en 2012. Le site d'information Mediapart révèle alors que Jérôme Cahuzac, ministre chargé de traquer la fraude fiscale, a dissimulé un compte en Suisse jusqu'en 2010. C'est le plus gros scandale du quinquennat. Sans surprise, Jérôme Cahuzac a fait appel et reste donc libre pour l'instant. À droite... La droite compte désormais une candidate de plus. Michèle Alliot-Marie s'est officiellement lancée dans la course aujourd'hui. Elle s'est déclarée dans un entretien au journal 20 minutes où elle se montre très critique du projet de François Fillon, jugé trop libéral. L'ancienne ministre veut incarner une candidature gaulliste en 2017. Grève. Les agents de la Poste étaient appelés à la grève aujourd'hui. Près d'une centaine d'entre eux se sont rassemblés devant le Sénat où l'avenir de la Poste était débattu. Plusieurs syndicats veulent alerter sur la souffrance des agents. Ils dénoncent des baisses d'effectifs et des rythmes de travail trop soutenus.
La direction communique à tour de bras sur la baisse du courrier, mais le paradoxe, effectivement, c'est que les agents sur le terrain sont beaucoup moins nombreux. C'est 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans à la Poste, et donc les conditions de travail s'aggravent. Et le courrier par agent, en fait, augmente. Le volume de courrier augmente, les tournées augmentent, et il faut, même si on a 3 lettres, il faut aller les porter partout, sur l'ensemble du territoire, 6 jours sur 7. Et oui, il y a un vrai mal-être à la Poste en ce moment. En séance. Pour lutter contre l'obésité, les publicités devraient bientôt disparaître des programmes jeunesse de France Télévisions. Le Sénat a voté hier la proposition de loi de l'écologiste André Gattolin. Le texte a été adopté grâce aux voix de la droite. Opposés au texte, socialistes et communistes, eux, se sont abstenus. Le manque à gagner pour France Télévisions est estimé entre 13 et 20 millions d'euros. La mesure proposée creuse encore l'écart entre secteur public et secteur privé, qui de facto récupérera la manne dont on prive le secteur public, alors que l'investissement des publicitaires sur le secteur enfant se concentre déjà sur le secteur privé. Justice. La Cour de cassation s'inquiète pour son indépendance. Elle dénonce la création, par décret, d'une inspection générale de la justice. Cette institution placerait la Cour de cassation directement sous le contrôle du gouvernement. Une grave atteinte à la séparation des pouvoirs pour les 2 plus hauts magistrats de France. Ils ont publié sur les réseaux sociaux une lettre ouverte demandant à être reçus par François Hollande. Leur indignation est partagée par certains élus. C'est plus qu'une erreur, comme on dit souvent, c'est une faute. Si c'est un cadeau d'adieu du Premier ministre Manuel Valls à la magistrature, je crois qu'ils sauront apprécier ce mauvais geste. Au Sénat. Connecter davantage le Sénat aux réseaux sociaux. C'est dans cet objectif qu'un studio mobile a été inauguré aujourd'hui dans le cadre du sommet sur le partenariat pour un gouvernement ouvert. 70 pays y participent pour rendre plus transparente la vie des institutions en permettant aux internautes d'y participer. Ce sont des réflexions centrales, me semble-t-il, pour tout responsable politique, qui doit adapter le fonctionnement des institutions aux moyens technologiques nouveaux et aux attentes de la société, sans perdre de vue les fondamentaux démocratiques et la nécessité de dépasser les turbulences de l'instant pour s'inscrire dans un temps plus long. Et c'est l'heure à présent de votre revue de presse. On va découvrir ensemble les unes des quotidiens demain avec d'abord Libération sur cet épisode incroyable de pollution. Demain, on arrête de respirer. Les solutions pour éviter que la France ne suffoque existent et certaines peuvent même être mises en place rapidement si les pouvoirs publics le décident. Le Figaro, avec à sa une la primaire, le tout sauf Valls, le TSV qui prend de l'ampleur. Également Cahuzac, dont on va parler dans quelques instants avec notre invité. L'Humanité qui titre également sur le procès Cahuzac, condamné, le procès vu par Monique Pinson-Charlot, c'est à lire demain dans l'Humanité. Et tout de suite, sur ce sujet, le grand entretien. Mon invité ce soir est journaliste, spécialiste des affaires de justice à l'Obs. Il a écrit récemment ce livre, Code Birdie, dans les secrets de l'affaire Cahuzac. Mathilde Delahousse, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors, avant d'évoquer la condamnation de Jérôme Cahuzac et ce qu'elle représente, on imagine l'ambiance de ce procès, l'attente du verdict, l'atmosphère. Comment vous la décrivez, cette atmosphère? Comme un moment assez stupéfiant de la confrontation entre la politique et la justice. Les affaires sont souvent une menace assez floue dans les yeux et dans les esprits du personnel politique. Ce matin, on était une quarantaine de journalistes dans la salle d'écrier du palais de justice de Paris. Il y avait tous les avocats qui étaient là au milieu. Il y a de nombreux avocats dans ce dossier. Et puis Jérôme Cahuzac qui était présent. Et 3 gendarmes étaient dans cette salle. À un moment, ils sont devenus 5, sans doute devenus là pour des raisons anecdotiques. Mais la menace de la prison immédiate qui pesait sur Jérôme Cahuzac s'est concrétisée à tel point que nous avons été plusieurs, parmi les chroniqueurs judiciaires et les journalistes de justice qui étaient là, à penser que
Jérôme Cahuzac allait partir directement en prison dans une mesure extrêmement symbolique. Alors, l'image n'a pas été celle-là, elle est beaucoup plus nuancée puisque la condamnation est prononcée à 3 ans de prison ferme, qu'il n'y a pas de mandat de dépôt à l'audience et que par ailleurs il fait appel. Donc, la force de cette décision symbolique qui est malgré tout énorme s'est un peu dissipée, mais c'était une scène effectivement très forte. Et puis le jugement, je pense qu'on va en parler. Justement, parlons-en. À partir de là, vous parlez d'un véritable tournant pour les affaires judiciaires et même presque d'un changement d'air, c'est-à-dire? Oui, moi il me semble que jusque-là, la prison, encore une fois, était quelque chose d'assez virtuel dans les affaires. Et aujourd'hui, Jérôme Cahuzac a pris en otage beaucoup de monde. Jérôme Cahuzac a pris en otage François Hollande, Jérôme Cahuzac a pris en otage Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et tous ceux qui lui faisaient confiance au sein du gouvernement. Il a d'une certaine façon aussi pris en otage les institutions que sont ceux qu'il dirigeait, notamment la Direction générale des finances publiques, les impôts, avec tous ces contribuables qui sont venus avec son exemple pour dire pourquoi moi devrais-je payer mes impôts par rapport à Jérôme Cahuzac qui ne le fait pas. Mais sur la justice, je pense que nous n'avons pas encore totalement mesuré à quel point le dossier Cahuzac est un tournant dans la mesure où il était indispensable pour l'institution judiciaire et pour sa crédibilité de prononcer aujourd'hui une peine qui soit en adéquation avec le traumatisme provoqué par l'affaire dans la société. Et en ce sens-là, c'est une prise d'otage. Le parquet national financier a été obligé de requérir en écoutant le peuple. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait. La justice, souvent, veut garder à distance l'opinion publique. Et on a entendu, c'était au mois de septembre, la procureure nationale financier requérir en disant il faut condamner de la même façon ces délinquants en col blanc que la délinquance de droit commun, ordinaire. Donc il fallait signifier qu'il n'y avait pas d'impunité, comme on dit pour les puissants. Pas d'impunité, pas cette fameuse fable de La Fontaine qui veut que selon que vous soyez puissant, misérable, etc. Et ça, c'est assez impressionnant parce que jusque-là, notamment pour la fraude fiscale, on considérait que c'était un délit ou même peut-être une seule faute administrative qui se réglait, j'allais dire, non pas en famille, elle se réglait avec une administration qui demandait de l'argent. Et la fraude fiscale n'était pas poursuivie devant les tribunaux. Aujourd'hui, peut-être d'ailleurs dans les relents de populisme qui nous entourent, et le populisme judiciaire n'est pas forcément quelque chose dont on a très très envie dans nos sociétés, fait que ce jugement avait une vertu symbolique, une vertu pédagogique, mais aussi une vertu expiatoire. Donc il fera jurisprudence, il y aura un avant et un après. Alors est-ce qu'il fera jurisprudence? C'est toute la question. Moi, la vraie question que je me posais, c'était de savoir si on avait le scalp de Jérôme Cahuzac et qu'on pouvait dire le parquet national financier, les lois Cahuzac voulues par François Hollande ont réussi à quelque chose, et est-ce qu'on avait une victime dans un lapsus, mais est-ce qu'on avait un personnage qui était symboliquement rendu coupable aux yeux du monde et que tous les autres finalement allaient continuer à avoir ce traitement un petit peu homéopathique que la justice impose parfois. Votre avis? Je pense que c'est un grand défi pour la justice, c'est-à-dire que le fait d'avoir montré que la justice pouvait aller vite, pouvait condamner, même si les impôts l'avaient déjà fait, et pouvait condamner pour la première fois, alors que son gouvernement est encore en place, l'exécutif est encore en place, condamner un ministre qui a été nommé dans cette équipe-là. Ça constitue un défi pour tous les dossiers qui viennent après, qui sont plus complexes, qui sont moins visibles, qui ne sont pas forcément aussi emblématiques pour la société. Le parquet national financier devra mettre en cohérence ces discours très vindicatifs face à un seul homme pour l'appliquer à tous les autres. Vous serez très attentif à cela, comme tout le monde, comme tout le monde, bien sûr. Si on entre dans les entrailles de cette affaire, de ce scandale politique, est-ce que, malgré ce verdict aujourd'hui, il y a appel, bien sûr, on verra ce qu'il en sera, mais est-ce qu'il reste des zones d'ombre? Par exemple, sur le supposé financement de campagne de Michel Rocard évoqué par Jérôme Cahuzac, cette piste a été vite abandonnée. Il n'y a rien, il n'y a aucun élément sur ce sujet. On a considéré que c'était une pure invention. C'est pire que ça. Le dernier, il y a eu plusieurs livres écrits sur Jérôme Cahuzac. Le dernier qui est sorti n'est pas celui qui est le mieux écrit, mais c'est le jugement du tribunal correctionnel de Paris. 205 pages, moi je les ai lus cet après-midi. Et le chapitre consacré à Michel Rocard est peut-être d'une sévérité inimaginable par rapport au buzz que ça avait fait à l'audience à l'époque. Les juges écrivent qu'il y a des contradictions, que c'est peut-être une vérité tronquée,
constitué et que par ailleurs on ne peut pas se prononcer là-dessus et que le délit est constitué puisqu'il s'est approprié cette fortune. Mais il relève des contradictions évidentes pour mettre en avant notamment le fait que si Jérôme Cahuzac avait été un financeur de la campagne de Michel Rocard, il aurait sorti de l'argent au moment où Michel Rocard avait besoin de ces fonds pour sa campagne. Or, à cette période, il n'y a qu'un seul retrait. Donc ça fait partie des contradictions extrêmement fortes et les magistrats balayent effectivement d'une façon assez amère cet épisode, comme si ils avaient à leur tour découvert un nouveau mensonge de leur prévenu. Et on sait à quel point les juges n'aiment pas ça quand un prévenu vient en disant je vous dirai toute la vérité et qu'il ajoute un élément qui s'avère ne pas être vérifiable. Il y a quand même une énigme dans cette affaire, Mathieu Delahousse, c'est la somme. Il s'agit bien de 600 000 euros. C'est une somme, évidemment, qui est très importante pour nous tous, pour vous, pour moi, pour ceux qui nous regardent. C'est totalement illégal de ne pas l'avoir déclaré. Mais franchement, par rapport à d'autres fraudes fiscales, et vous connaissez les montants, c'est rien par rapport à d'autres fraudes fiscales. Comment cet homme a pu mettre en balance sa vie, son épouse, toute sa carrière, sa renommée, celle qu'il avait? Ouais. Comment Alors, statistiquement, sur le fait que ça ne soit pas une somme importante, les statistiques montrent un peu le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la catégorie des fraudeurs importants. Mais ça, on est vraiment sur l'aspect technique et financier. Mais sur l'aspect émotif, moral, ce que je trouve fascinant, c'est effectivement le fait qu'il ait pu mettre en balance tout ça. Et ça reste l'énigme de cette histoire française, qui est l'histoire de Jérôme et de Patricia Cahuzac. Moi, c'est ce que j'avais tenté de raconter, et qui était en fait dans cette thèse, on va en parler, pas de grands fraudeurs extraordinaires sur la politique, mais d'une histoire d'un couple, d'une histoire française, d'un couple qui avait sombré dans cette illégalité qui n'aurait jamais fait parler d'elle si elle s'était bornée à ce qu'ils étaient auparavant, puisqu'au départ on a un homme, une femme, les années 70, ils font tous les deux la faculté de médecine de Paris, et puis ils vont se lancer dans des carrières de spécialistes, dans la chirurgie pour lui, dans la dermatologie pour elle, et dans des spécialités assez rémunératrices, puisque tous les deux vont gagner beaucoup d'argent et s'installer en libéral, et ils vont faire ce... Et c'est pas insulte de le dire que de le relever, ils vont faire ce que font d'autres professions libérales, avocats, médecins, artisans, commerçants peut-être, toutes ces professions qui ont du cash, ils vont mettre de l'argent de côté et ils vont frauder les impôts. Et aujourd'hui, deux situations différentes. Il y a Patricia qui est restée médecin et il y a Jérôme qui a changé de vie tel qu'on le sait, et Patricia a fraudé plus que son mari. Elle s'est fait prendre, elle a payé plus, et elle s'est fait prendre en disant d'une certaine façon, même si ce ne sont pas ces mots, j'ai joué, j'ai perdu. Tout comme Mais c'est une descente aux enfers commune. Lui, à sa différence, pour terminer simplement sur cet aspect-là, il a fraudé, il a joué, mais il a après changé de vie. Il est entré en politique au point de ne pas comprendre que quand on se lançait en politique, il fallait être moralement irréprochable, d'être déjà sur le chemin de la transparence. Mais pire encore, il s'est engagé dans cette voie qui était de dénoncer son double, qui était Biordy. Enfin, dans mon c'est ce que le tribunal peut-être lui reproche le plus, puisque le tribunal dit qu'il a incarné, qu'il a représenté la politique fiscale de la France. Et ça, c'est un fait aggravant, si on peut dire. C'est totalement ce qui est aggravant. Le parallélisme de ces deux personnages, Patricia Cahuzac est condamnée aujourd'hui à 2 ans de prison et Jérôme Cahuzac à 3. Et effectivement, les magistrats qui ont beaucoup travaillé, ils se sont donné du mal dans leur motivation, détaillent effectivement d'une façon assez pointue et assez solennelle la façon dont le positionnement de Jérôme Cahuzac fait que ce n'est pas une faute, ce n'est pas un délit anodin. Le délit commis par un vulgus pecum n'a aucune importance par rapport à celui qui s'est présenté devant les voies de la République et ensuite qui a eu la désignation par la République française, par le peuple, d'avoir cette tâche au sein du ministère de la Défense. Lui, il a admis qu'il a menti. Maintenant, il est meurtri, et ses avocats d'ailleurs le répètent sur les différents plateaux, par le bannissement qu'il subit par le monde politique, par le monde médiatique et, j'allais dire, par les citoyens, puisque ces avocats, que ce soit Jean Veil ou d'autres, disent qu'il ne peut même pas aller au supermarché, qu'il ne peut même pas aller au restaurant. C'est cette double peine qu'il récuse.
c'est pas une double peine, c'est une triple peine, c'est une quadruple peine, mais effectivement, il avait raconté à l'audience qu'il ne pouvait plus aller au cinéma parce qu'on l'insultait. Il avait raconté qu'une fois, il s'était retrouvé à la gare Montparnasse et qu'un homme avait sorti son téléphone portable en disant « je vais te frapper et te filmer ». C'était des scènes totalement folles par rapport à ce que l'opinion publique et à ce que les individus peuvent ressentir comme violence totale par rapport à son acte de transgression. Mais sa peine, elle est double dans le sens où c'est une peine pénale, c'est une peine financière puisqu'elle a payé les impôts, c'est une peine de bannissement social, c'est une peine d'exclusion politique, mais son défaut, et c'est pour ça qu'il m'avait fasciné comme personnage. Oui, il vous a fasciné et le livre est passionnant, mais est-ce que vous, après ce procès, après avoir travaillé sur ce livre, est-ce que vous avez réussi à cerner qui était vraiment Jérôme Cahuzac avec ses fêlures, avec cet incroyable pari sur ces 600 000 euros? Je ne sais pas si c'est plus la somme, mais avoir mis tout cela pour arriver à ça. C'est un kamikaze. C'est un kamikaze. Il va jusqu'au bout. Et ce conte, il connaissait, lui, dans la fameuse interview qu'il avait donnée. Il avait parlé de sa part d'ombre. Mais ce qui est très intéressant, c'est à quel point il arrive à poursuivre son existence politique avec ce secret dont il pense en permanence qu'il arrivera à le dissimuler. Alors en 2009, il va placer l'argent à Singapour plutôt que de le laisser en Suisse parce qu'il sait que la législation risque de le découvrir. Il va au procès donner des éléments qui vont s'effondrer à leur tour, puisque quand il parlait de Michel Rocard, ça aurait pu être un tremblement de terre. Comment vous l'avez vécu ce moment? Comme tout le monde. Il fait cette déclaration. Mais comme une surprise. Mais comme chacun pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, et c'est quelque chose d'extraordinaire à proprement parler. Mais ce que vous êtes dit, il salit la mémoire d'un homme évidemment, qui vient de mourir. Évidemment, puisque c'était le cas, mais la mort n'empêchait pas la vérité. La seule difficulté, c'est que ce n'était pas une vérité. Mais en tout cas, ce côté kamikaze fait qu'il s'en sort toujours par rapport à sa vérité et qu'il s'en sort encore finalement d'une certaine façon aujourd'hui par rapport à cette peine qui est exceptionnellement forte, exceptionnellement symbolique et qui l'oblige d'une certaine façon à faire appel pour ne pas être envoyé en prison tout de suite. Mais Jérôme Cahuzac, il est otage et il nous rend otage de son histoire. C'est-à-dire qu'il est obligé de se mettre dans une situation victimaire à certains moments pour expliquer que ce qu'il a subi est injuste. Et à l'écouter, et l'anecdote que vous citez fait qu'on y prend goût, j'allais dire. Mais le fait est que sa personnalité est tellement une stratégie alors de curieuse aujourd'hui. Non, ce n'était pas forcément une stratégie. Je pense que ce qu'il a dit était vrai, mais qu'il prend en tout cas en otage les institutions, et notamment celles qu'il a dirigées. Les gens des impôts, aujourd'hui, l'avaient particulièrement mauvaise, comme on dit de façon un peu vulgaire, mais c'était la façon dont il avait pu mener, avec ce boulet caché, toute sa carrière. Mathieu Dalloz, je voudrais aussi que l'on évoque un autre fait, un dossier dont on parle peu, mais qui agite vraiment beaucoup l'institution judiciaire et le monde politique. Et c'est peut-être potentiellement la première crise, entre guillemets, à gérer par ce nouveau gouvernement remanié. Les deux plus hauts magistrats de France ont écrit au Premier ministre, donc Bernard Cazeneuve, pour exprimer leur vive inquiétude et dénoncer, je cite, une réforme qui, selon eux, place la Cour de cassation sous le contrôle direct du gouvernement. Alors, on va expliquer rapidement. C'est un décret de l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui parle de cette réforme qui placerait donc la Cour de cassation, ce serait une première, même une rupture dans notre tradition, sous le contrôle du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est inédit et est-ce que même c'est grave? Alors, c'est inédit, oui, parce que ça intervient dans une période où les hauts magistrats sont particulièrement chatouilleux. En général, c'est un corps austère. Oui, puis il se rappelle du livre, un président ne devrait pas dire ça. Et alors, effectivement, le fait, la lâcheté de la magistrature leur était un peu restée en travers la gorge. Il y avait eu auparavant les mesures concernant l'état d'urgence qui court-circuitait en grande partie l'appareil judiciaire. Donc, ça intervient dans ce ferment de crispation assez forte. Et par ailleurs, on arrive effectivement dans une impression qui est la leur, et qui, sur cet aspect-là en particulier, pas sur tous, mais sur cet aspect-là particulier, à mon avis aussi, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que les principes fondamentaux de la République, et en l'occurrence de la séparation des pouvoirs, ne sont plus respectés, puisque l'histoire est assez simple. Au fond, c'est que Matignon créerait un organisme d'inspection de la justice, y compris de la Cour de cassation, alors que la Cour de cassation, d'une certaine façon, se contrôlait toute seule
seul jusqu'à présent et rendait ses rapports. Et donc, il y avait une certaine indépendance structurelle de cette Cour de cassation qui a le sentiment ainsi d'être banalisée et surtout de se retrouver au même niveau que l'exécutif. Ils ne vont pas se laisser faire. On va encore entendre parler de ce dossier, probablement. Ils ne vont pas se laisser faire. Il faut bien dire qu'on vit une période politique curieuse, mais la lettre qui a été signée par le premier président de la Cour de cassation et le premier procureur général et par le procureur général de la Cour de cassation est assez étonnante, puisque grosso modo, ils ont envoyé une lettre à Bernard Cazeneuve en disant Manuel Valls s'en va et le garde des Sceaux ne nous a pas répondu, ce qui donnait un peu l'impression que personne, ni au sein de la place Vendôme, ni au sein de Matignon, n'avait pu voir cette crise éclater. Mais les hauts magistrats, en tout cas, sont assez décidés sur cet aspect-là, à montrer l'importance des institutions, et je pense qu'il y a quelque chose dans leur esprit d'assez fondamental dans la période un peu friable des institutions qu'on peut vivre actuellement. Pour conclure, et je rappelle encore le titre de votre livre, Code Birdie, dans les secrets de l'enquête Cahuzac. Si on s'éloigne un petit peu du procès et de ce que nous connaissons de cet ancien responsable politique, est-ce que vous pouvez le considérer, vous qui avez travaillé sur cette matière, même comme un personnage romanesque, de roman ? Grandeur, décadence, tragédie, est-ce qu'il y a tous ces ingrédients-là ? Oui, c'est... Le livre a été écrit comme un documentaire de journaliste parce que c'était une affaire en cours, mais une comparaison a été faite et j'hésitais moi à l'écrire pendant longtemps, mais Jérôme Cahuzac est un peu le Jean-Claude Roman de la politique, si vous voulez. Jean-Claude Roman était ce faux médecin de l'OMS qui a trompé sa famille pendant des années, avant hélas de les exécuter. Jérôme Cahuzac a trompé sa famille politique, je ne pense pas qu'il les ait exécutés. Mais avec une exécution symbolique, ça a été une déflagration politique incroyable de ce quinquennat. Et ça restera, selon vous, une cicatrice dans le quinquennat de François Hollande ? Je suis très nuancé là-dessus, puisque je pense qu'une grande réussite de François Hollande est particulièrement d'avoir mené l'après-Cahuzac. Le jugement qui a été rendu aujourd'hui montre finalement un succès peut-être expiatoire, mais les lois Cahuzac qui ont été votées en octobre 2013 après le scandale Cahuzac ont mis en place le parquet national financier, ont mis en place la haute autorité de la transparence de la vie publique, ont mis en place un certain nombre de lois, et finalement, quand on reprend les paroles de François Hollande après les aveux sidérants de Jérôme Cahuzac en avril 2013, on retrouve aujourd'hui exactement le résultat qu'il aurait pu souhaiter, à savoir une justice rapide, indépendante, qui aurait frappé sans hésiter. Et c'est ce résultat qui est là. Donc finalement, François Hollande est arrivé à sa fin sur la réparation du désastre Cahuzac. Et pour mieux comprendre encore cette affaire qui n'est pas terminée puisqu'il y a appel, c'est ce livre encore. Merci Mathieu Delahousse d'avoir été notre invité. On arrive presque à la fin de cette émission, mais comme d'habitude, on découvre les moments choisis sur Public Sénat. Dans la primaire, on se confronte, et puis après, on se rassemble autour de celui qui l'a emporté. Et si on n'a pas cette règle-là, alors pour le coup, la primaire est un simulacre. Il ne peut pas y avoir de gauche irréconciliable. Il doit y avoir des gauches qui se concilient forcément. Et d'ailleurs, quand Manuel Valls a lancé sa propre campagne, il a prononcé ces mots, il en avait prononcé d'autres avant, on va voir maintenant ce qui se passe. Emmanuel Macron a ses favoris dans les sondages, 33%. Est-ce que c'est lui qui peut faire gagner la gauche ? Encore faudrait-il qu'il se définisse comme étant, non pas seulement personnellement de gauche, mais comme étant le leader d'un mouvement de gauche, qu'il ne fait pas. Malgré les progrès de l'agronomie, le bio reste une production fragile. Ouais, essentiellement sur les fruits à noyaux. Et je pense qu'une des solutions pour le bio, comme on connaît actuellement en pomme, ça passera par de la recherche variétale avec des résistances aux maladies cryptogamiques. C'est important de persévérer dans la recherche sur le bio. C'est indispensable. C'est-à-dire des arbres qui résistent. Nous sommes opposés aux OGM, en tout cas moi je suis opposé aux OGM, ça il n'y a pas de discussion possible. Mais l'agriculture s'en sortira en France si la recherche elle va au bout. Coincé entre l'Ukraine et la Roumanie, le pays connaît une transition catastrophique vers l'économie de marché. L'ancien grenier de l'URSS voit alors ses productions s'effondrer. 24 ans plus tard, la Moldavie est le pays le plus pauvre d'Europe. 30% de la population y vit sous le seuil de pauvreté et les candidats à l'exil sont de plus en plus nombreux. L'inflation galopante, 6% par an en moyenne,
a rendu encore plus indispensable l'argent de la diaspora. Tous les mois, Raya envoie de Paris quelques centaines d'euros à sa famille. Nu, fără dânsul nu, fără banii hotare nu. Când era Uniunea Sovietică, erau prețuri stabile de stat și ziua de lucru era mai ieftină, dar banii ajungeau, la lună primeau salarii. Le bon temps de la loi, c'est le temps aussi de la maturation. Hein, c'est le temps, et je pense que le temps médiatique aujourd'hui est délirant. Il est délirant, et les assemblées doivent être des lieux où ce temps médiatique est tempéré. Hein, est tempéré. Je pense aussi, moi j'ai un point de vue qui est celui de travailler aussi sur le parlementaire au concret. Je pense aussi que on voit bien que le député, en dehors même de l'enceinte parlementaire, est pris dans des injonctions de plus en plus fortes. On le voit avec les réseaux sociaux, on le voit avec les injonctions médiatiques qui pèsent sur lui. Il n'a plus le temps de la réflexion. Ça nous a frappé dans notre colloque. La fonction de réflexion du parlementaire tend à être polluée par toute une série de phénomènes médiatiques, politiques. Et donc, ça se rajoute à ça, effectivement, une cadence législative qui est devenue infernale et qui n'est pas saine démocratiquement. C'est mon avis. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Demain, votre rendez-vous matinal, c'est Territoire d'Info. Invité exceptionnel, le candidat Emmanuel Macron. Belle fin de soirée en notre compagnie. Et à lundi.